Alors, il est 19h10 à notre montre. On s'excuse déjà pour le petit retard de 10 minutes juste pour les questions de réglage. Rebonsoir à toutes et à tous nos auditeurs et nos auditrices. La liberté de la presse en temps de guerre est un sujet majeur du débat public. Il est donc important d'éclairer les citoyens sur les enjeux de cette question majeure qui suscite de nombreuses controverses. Le 5 mars 2019, dans un article d'Amnesty International intitulé Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme ne doit pas servir de prétexte pour réprimer la liberté d'expression et d'information. Marceau Siviende, directeur régional adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du centre d'alors, déclarait: il est légitime pour les autorités de prétendre de prendre des mesures afin de protéger la population contre tout acte de violence criminelle, mais ces mesures doivent s'inscrire dans un cadre qui garantisse la protection de tous les droits humains. Le journaliste vedette de la télévision publique, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ne disait pas autre chose en déclarant le 27 décembre 2021, je cite, « Le rôle des médias dans cette situation de guerre, dans la construction de l'image d'un Burkina qui reste debout, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas de maguiller. Quand il y a des attaques, il faut le dire qu'il y en a. Le rôle des médias publics n'est pas de défendre le pouvoir, mais de défendre l'intérêt supérieur du Burkina Faso. » Devenu ministre, puis Premier ministre, M. Ouedraogo a jeté par-dessus bord ce qu'il disait il y a à peine 2 ans. Cette volte-face à elle seule justifie la nécessité de traiter de cette thématique, surtout que depuis lors, le Burkina Faso est passé de la 37e place en 2021 à la 105e en 2025 selon le classement annuel de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. C'est donc M. Newton Ahmed Bari et M. Inoussa Ouedraogo qui ont la très lourde responsabilité de nous éclairer ce soir sur cette question en partant du thème liberté de presse et crise sécuritaire au Sahel. Nos 2 panélistes sont bien connus du monde des médias burkinabés. Monsieur Newton Ahmed Bari est journaliste, ancien rédacteur en chef de l'événement, cofondateur du bimensuel L'événement, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de Burkina Faso et actuellement consultant à RFI. Quant à monsieur Inoussa Ouedraogo, il est aussi journaliste, directeur des publications de Bendré, ancien président de la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina Faso et ancien président du Centre national de presse Norbert Zongo. Alors, voici présenter un peu les deux panélistes qui vont nous tenir pendant 2 heures chrono, et le débat va s'articuler autour de la séquence suivante et chaque panéliste aura droit à 25 minutes de communication. Ensuite, on aura les questions, nous allons prendre les questions et après les questions maintenant, suivant la phase réponse. Entre autres, nos panélistes vont répondre aux questions ci-après. 1. L'équilibre entre sécurité et droit à l'information. La question: comment les États du Sahel, confrontés à une crise sécuritaire et des menaces terroristes croissantes, peuvent-ils concilier la nécessité de protéger la sécurité nationale et l'impératif de garantir le droit fondamental des citoyens à une information libre et plurielle? Où se situe la ligne de démocratisation éthique et légale entre la couverture journalistique responsable et la diffusion d'informations potentiellement préjudiciables aux opérations de sécurité ou à la cohésion sociale? Voilà un peu la première question à laquelle va devoir répondre nos 2 panélistes. Alors, la deuxième question
c'est le rôle et les limites des médias en temps de guerre. La question est la suivante. Quel doit être le rôle exact des médias publics et privés en temps de crise sécuritaire au Sahel? Doit-il adopter une posture de soutien à l'effort de guerre de l'État, la construction de l'image d'un Burkina qui reste debout, ou bien leur mission première demeure-t-elle la critique, la vérification des faits et la redevabilité des autorités, défendre l'intérêt supérieur de la nation et non le pouvoir. Ainsi s'articule la deuxième question. Le troisième point, qui est l'impact de la crise sécuritaire sur l'indépendance journalistique. La question qui découle de ce point est comment la dégradation de la liberté de la presse, illustrée par la chute du Burkina Faso dans le classement RSF, est-elle directement influencée par l'instrumentalisation de la crise sécuritaire par les autorités? Et quelles sont les formes de pression, de censure ou d'autocensure que subissent concrètement les journalistes locaux, y compris les menaces, les emprisonnements ou les fermetures de médias? Le quatrième point, qui est la responsabilité de la communauté internationale et des organisations de défense des droits. La question qui découle de ce point est, face aux déclarations d'organisations comme Amnesty International et à la volte-face des personnalités politiques, quelle est la responsabilité des organisations régionales et internationales, la CEDEAO, l'UA, ONU, les ONG de défense des droits, dans la protection des journalistes et la promotion de la liberté de la presse dans les pays du Sahel, touchés par l'insécurité? Quel mécanisme de surveillance ou de sanctions pourrait être mis en place pour contrer les dérives? Le cinquième et dernier point, c'est l'éthique journalistique face à la désinformation et à la propagande. La question qui en découle, comment les médias et les journalistes eux-mêmes peuvent-ils maintenir une éthique professionnelle rigoureuse et garantir la crédibilité de l'information tout en naviguant dans un contexte marqué par la propagande étatique, la désinformation orchestrée par les groupes armés et l'omniprésence des rumeurs sur les réseaux sociaux, éléments qui complexifient la couverture de la crise sécuritaire. Nos deux panélistes auront chacun, comme je le disais, 25 minutes pour développer le thème. À la suite de leur développement, nous allons accorder 5 minutes à une personne ressource, en la personne de Christophe Dabiré, pour commenter et apporter sa contribution. Ensuite, suivra 40 minutes de questions et commentaires de l'assistance. Les panélistes auront 10 minutes chacun pour répondre à d'éventuelles questions ou commentaires, ou commenter les commentaires. Et cette activité va se terminer par un poème spécial que Mme Angèle Bassolé a préparé en hommage à Norbert Zongo, étant donné que nous sommes aujourd'hui 13 décembre, qui est la journée de commémoration de la mort de Norbert, journaliste émérite Norbert Zongo. Nous comptons au maximum 2 heures pour développer ce thème. Vous allez nous accorder le pouvoir de la police des débats afin que le temps soit respecté. Sans autres formes de procédure, je vais passer la parole à M. Newton Ahmed Barry pour son éclairage sur le thème. Mais avant, vous avez M. Moumouni Nikima en face de vous pour la présentation. Et mon collègue qui va co-animer avec moi, c'est la personne de M. Ebié Oumarou, qui est ici le présent. Il reviendra un peu sur les différents points au cas où, en tout cas, il aura des difficultés étant donné que nous n'avons pas, en tout cas, les maîtres de l'Internet. Alors donc, M. Barry, vous avez 25 minutes maximum, s'il vous plaît, pour développer les différents points. Merci. Monsieur Barry, place maintenant. Après ça, maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Inoussa Ouedraogo pour la deuxième partie. Donc, Monsieur Barry, vous avez la parole.
Ok, je pense que c'est bon maintenant. Vous m'entendez ou pas? Oui, maintenant, Oui, c'est bon. c'est bon. Mettez C'est des parfait. volumes, mettez des volumes alors. Si vous m'entendez, mettez des volumes. Ça, c'est une expression de... D'accord, donc j'imagine que vous m'entendez. Donc j'ai mis mon chrono Oui, à ça va. partir de maintenant. Mhm. Donc je voudrais remercier Moumini Nikema, qui est donc le modérateur ou le co-modérateur, Oumarou Ebié, co-modérateur, et puis mon co-débatteur, mon co-panéliste Inoussa. Remercier aussi les 26 personnes qui sont actuellement dans l'auditoire, puisque je vois le chiffre, hein, on a environ 26 personnes qui sont actuellement connectées. Donc, vous voudrez me permettre, avant tout propos, d'avoir une pensée pour les journalistes enlevés et dont on est sans nouvelles aujourd'hui. Il y en a encore 3 de ce que l'on me dit. Je ne sais pas si je me trompe, mais vous pourrez éventuellement compléter. Il y a donc Serge Houlon, directeur de publication de l'événement, ce journal que nous avons créé en 2001, après que nous nous soyons portés au secours de l'indépendant, le journal de Norbert Zongo, pour éviter le double assassinat justement de Norbert Zongo. Nous étions 4 à l'époque. Il y avait Germain Nama, Stanislas Bama, qui est donc enseignant à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Nous avions notre aîné, qui était le secrétaire de rédaction, qui a travaillé à Sidoya, qui était venu nous rejoindre. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis ce soir, j'ai un trou de mémoire. Je n'arrive pas à me remémorer son nom. Et enfin, il y avait moi-même. Je pense que peut-être d'ici la fin de ce panel, ou peut-être que j'appelle à la rescousse. Basile Baloum. Voilà, Basile Baloum. Merci beaucoup. Donc, notre aîné qui était donc Basile Baloum, qui était venu avec nous, donc pour essayer de ne pas laisser l'indépendant mourir. Et nous avons fait un travail, on peut le dire, a posteriori, quand même, qui était de qualité, parce qu'avec l'indépendant, nous avons accompagné l'enquête qui était donc diligentée par la commission d'enquête indépendante, la CEI, qui avait été mise en place à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui était présidée par le magistrat Kassoum Kambou, pour qui, évidemment, ce soir, j'ai une pensée émue, et je prie évidemment Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de son âme, et qui a joué un rôle extrêmement important en son temps. Et l'indépendant que nous avions comme instrument nous avait permis de participer, en tout cas activement, à l'enquête. Évidemment, par l'investigation que nous faisions, nous avons permis parfois d'éviter des écueils à la commission d'enquête indépendante. Et je dois vous dire que, exceptionnellement, et je ne crois pas que cela a pu se faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, il nous arrivait à l'indépendant de tirer jusqu'à 25 000 exemplaires. L'indépendant était un hebdomadaire. Et donc, nous tirions jusqu'à 25 000 exemplaires et ça ne suffisait même pas. Ça partait comme des petits pains. Donc, Serge Houlon a donc formidablement bien repris. Bon, c'est après, évidemment, quelques années après, donc en 2001, que nous avons créé l'événement qui était donc la continuation du travail que nous faisions au niveau de l'indépendant par les 4. Nous 4, les 4 dont je vous ai parlé, ceux qui s'étaient portés au secours de l'indépendant. Donc, ce sont les 4 qui se sont remis ensemble pour créer l'événement en juillet 2001.
Donc, à partir de cette date, nous nous sommes mis évidemment à prolonger ce que l'indépendant et Norbert Zongo avaient initié dans notre pays, qui était donc le journalisme d'investigation. Parce que l'indépendant et Norbert Zongo sont les pionniers du journalisme d'investigation dans notre pays. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons 27 ans après dans une situation paradoxalement qui rappelle les circonstances de l'assassinat de Norbert Zongo. Bon, donc Serge Oulon, nous touchons du doigt évidemment, qui est encore vivant, ou en tout cas c'est ce que nous pensons, comme Norbert Zongo, aujourd'hui, ce qui lui vaut d'être enlevé et sa disparition, c'est son entêtement dans l'investigation journalistique. Et principalement à parler de l'affaire des 400 millions détournés par un capitaine de Kaya, dont le portrait robot ressemble trait pour trait à Ibrahim Traoré. Donc, comme au temps de Norbert Zongo, Ibrahim Traoré, le suspect sérieux, a agi exactement comme on a fait avec le dossier Norbert Zongo. Il a contraint la justice à déclarer un non-lieu, comme le juge Wentz l'avait fait en 2006, souvenez-vous. Évidemment, puis il a fait donc disparaître, ou en tout cas il a enlevé le journaliste qui enquêtait, à défaut de le faire disparaître. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il a tué l'événement, donc qui est l'organe de presse dans lequel travaillait Serge Oulon et qui faisait donc, qui enquêtait sur les 400 millions détournés par un capitaine de Kaya, comme je le disais tantôt. Donc, il a fait un peu, je m'excuse auprès de mon frangin Oumarou Ebié, il a fait, comme disait Staline, la mort résout tous les problèmes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Voilà donc ce que Staline disait, et donc je pense que c'est ce qu'il a repris. La mort résout tous les problèmes. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de problème. En cela, donc, on peut malheureusement constater, 27 ans après, on est revenu douloureusement à la case départ. Ce matin, en regardant la petite foule au cimetière de Gounguin, j'ai refrémi de douleur, la douleur que j'ai ressentie le jour de l'enterrement de Norbert et les commémorations qui s'en sont suivies, jusqu'à ce que, évidemment, nous réussissions à avoir la liberté de commémorer le 13 décembre. Donc, ce que nous pensions ou nous croyions que nous avions à jamais exorcisé est aujourd'hui ce qui est là. Vous avez lu les partisans du régime. Je ne citerai pas leur nom parce que je leur ferais trop d'honneur. Mais vous avez lu sur les réseaux sociaux le déchaînement d'un certain nombre de personnes aujourd'hui qui se réclament proches de Ibrahim Traoré contre la journée du 13 décembre. Donc, c'est pour cela que j'ai une pensée spéciale pour Serge Oulon. Ensuite, évidemment, j'associe à cette pensée Idrissa Bari, qui est aussi un brillant journaliste. Il a été avec nous à l'Indépendant et puis à l'événement. Ce sont les jeunes qui nous ont rejoints très tôt et qui nous ont suivis et dont nous sommes heureux d'être, pour ainsi dire, les mentors. Il a disparu et depuis, on n'a pas de ses nouvelles. Il y a aussi Ali Compaoré, avec qui j'ai fait la télévision nationale. Je peux témoigner que c'est un esprit libre et honnête.
Nous n'étions pas toujours du même bord, mais on se respectait parce que c'était vraiment un esprit indépendant. Et puis, évidemment, il y a Moussa Sareba, un jeune journaliste. Lui, je ne l'ai pas connu parce que ce sont nos cadets de trop loin, mais pour qui, évidemment, j'ai une pensée émue. Donc, après cette introduction qui me semblait un devoir, je vais à présent entrer dans le vif du sujet. Je voudrais cependant, messieurs les modérateurs, que vous me permettiez de garder les énoncés techniques à Inoussa. Le thème de notre panel, liberté de presse et crise sécuritaire au Sahel, dans la considération que je donne ou que je perçois dans la formulation du thème, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mise en accusation des journalistes, comme si la détérioration de la situation du terrorisme était corrélée à la presse nationale ou internationale qui ne ferait pas bien son travail. Or, de septembre 2022 à janvier, en fait, de septembre à décembre 2022, aucun média n'a commis un délit de presse. En tout cas, je n'en ai pas connaissance et vous pouvez naturellement faire le monitoring. Et pourtant, la première mesure contre la presse, c'était donc le 3 décembre avec la suspension de RFI. Une condamnation, pas une mise en accusation, une condamnation pour un délit de presse non constitué. Le fait d'avoir repris dans une revue de presse une information traitée par un autre journal. Il me semble que cela a été pour Ibrahim Traoré une sorte de ballon d'essai pour nous tester, voir jusqu'où nous étions perméables. Et on s'est rendu compte que même les journalistes n'ont pas compris le coût de semonce que cela constituait. Certains, je ne vais pas citer, mais souvenez-vous de grands éditorialistes à l'époque dans de grands médias qui donc expliquaient en quoi la décision de Ibrahim Traoré était parfaitement intelligente ou en tout cas parfaitement cohérente et que donc elle répondait en quelque sorte à un début de lutte contre le néocolonialisme médiatique que constituait donc RFI, qui était en quelque sorte l'expression qui a été utilisée et qui est toujours utilisée, donc qui est le média de propagande du gouvernement néocolonialiste français. Et donc, il nous a testé, c'était un ballon d'essai, et tout le monde, pour ne pas dire la majorité, a mordu. Et dès lors, Ibrahim Traoré a compris qu'il n'y avait pas de ligne rouge qui tienne, qu'il n'y avait pas de tabou infranchissable, et qu'il s'agissait simplement de savoir présenter les choses en choisissant le bon angle et donc en choisissant aussi le bouc émissaire parfait. Et donc, depuis lors, il en a tiré les leçons et aujourd'hui, on peut évidemment se poser un certain nombre de questions. Dans la reformulation du thème de notre panel, on pourrait peut-être, en pensant par exemple aux magistrats, on pourrait poser cette question semblable aux juges, qui sont actuellement les cibles des escadrons de la mort. On pourrait donc se demander, quel est donc le rôle d'un juge ou qu'est-ce qu'un juge ne doit pas faire en situation de guerre ou en situation de crise. On voit qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec les juges,
c'est ce qu'on avait fait avec les journalistes avant. C'est le CORAG qui met les juges en accusation. On ne sait pas d'où lui vient cette prérogative. Comme en son temps, le ministre de la Communication qui s'était substitué au Conseil supérieur de la communication pour suspendre RFI, alors qu'il n'en avait pas les prérogatives. Donc aujourd'hui, c'est le CORAG qui met les juges en accusation. On se pose la question, en regardant la charte de la transition où cette institution est mentionnée avec ses prérogatives, on ne voit pas où il a cette prérogative de mettre les juges en accusation, de les faire enlever et peut-être demain de les juger. Mais ce que l'on constate, malgré tout, on ne tire pas suffisamment leçon. Parce qu'aujourd'hui, le CORAG met les juges en accusation en oubliant de mettre celui qui a détourné 400 millions en accusation. Mais personne ne s'en émeut, outre mesure, puisque chacun, ou disons un certain nombre de personnes, en tout cas un ratio significatif, ont des raisons, évidemment, d'en vouloir aux juges. Donc, voilà un peu cette situation subrepticement qui a commencé, évidemment, par les mal-aimés, qui étaient donc les journalistes propagandistes du néocolonialisme français, et progressivement qui s'est étendu à l'ensemble de la presse, qui fait qu'aujourd'hui, les journalistes burkinabés connus, et le journalisme burkinabé connu pour sa qualité, est aujourd'hui des journalistes, comme vous savez, qui doivent, et c'est la nouvelle consigne qui est donnée par Ibrahim Traoré, ils doivent plutôt traiter des trains qui arrivent à l'heure. Les journalistes burkinabés n'ont plus le droit de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, voilà, j'essaie un peu de faire une mise en contexte pour vous amener à mon angle d'intervention. Parce que comme je vous ai dit, les questions techniques, je les laisse à Inoussa. Pour revenir au problème, en fait, on ne peut le comprendre qu'en contextualisant évidemment le problème ou la situation que nous vivons. La question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement fondé sur l'improvisation et sur l'infaillibilité de son leader, un peu dans le genre président fondateur du Gondwana? C'est la question qu'il faut se poser, et c'est en appréhendant cette question de façon holistique qu'il me semble, on va donc répondre à la question telle que c'est posée pour notre panel. Normalement, je parle sous le contrôle des juristes qui seraient donc dans ce panel. Normalement, tout régime politique, qui qu'il soit, est fondé sur un droit. Ce droit peut être moderne ou coutumier. Mais le principe, c'est que le droit est toujours préalable à la contrainte de s'y soumettre. Ça veut dire qu'on ne peut se soumettre à une loi que lorsqu'elle a été préalablement promulguée. Or, il se trouve aujourd'hui que nous sommes devant des lois spontanées qui exigent le début de soumission sans murmure et sans broncher. Voilà où nous en sommes et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour cela que je voudrais dire, à ce niveau de mon exposé, je voudrais revenir un peu sur les fondements
de notre République. Parce que le fait d'invoquer la guerre, le fait d'invoquer la révolution, le fait d'invoquer que nous ne sommes plus dans la démocratie ne peut absolument rien justifier s'il n'est pas préalablement codifié. Or, les lois que nous avons actuellement, et nous en avons deux, les lois fondamentales que nous avons, c'est donc la charte, celle qui a été adoptée le 25 mai 2024, et nous avons la Constitution. Et ce sont ces deux lois-là qui régissent notre quotidien et les droits qui sont accordés évidemment à chacun. Et donc ce sont eux qui fixent, il me semble aujourd'hui, l'attitude, le comportement, la responsabilité, le devoir de chacun des Burkinabés. Parce que ce sont des dispositions, comme on dit, à valeur constitutionnelle. Et donc, qui donc sont des valeurs fondatrices. On parle de ces valeurs-là et tout se construit autour de ces valeurs. Je voudrais donc rapidement regarder dans ces deux lois fondamentales quels sont les éléments qui sont liés à la liberté de la presse. Qu'est-ce que dit la charte? Dans la charte, il n'y a pas, dans ces 11 pages et une vingtaine d'articles, dans la charte, il n'y a pas de disposition particulière conférée ou en tout cas qui régit de façon explicite la liberté de la presse. Mais il y a un certain nombre de dispositions qui permettent naturellement de comprendre évidemment la volonté du législateur, puisque c'est le législateur, comme on dit, originel, même si c'était une petite assemblée d'une centaine de personnes, et que personne, finalement, il n'y a pas eu de référendum, ni évidemment un public relativement large dans la validation de cette loi fondamentale qui complète la Constitution. Donc, mais je regarde un certain nombre de dispositions. Dans son préambule, qui est donc partie prenante de la charte, il y a deux énoncés qui renvoient à la liberté d'expression. Donc, il y a promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Il est impossible de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans un contexte où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de liberté de presse, donc la liberté laissée aux journalistes, évidemment, d'investiguer, et il n'y a pas la démocratie et la bonne gouvernance quand il n'y a pas de redevabilité. Or, le rôle de la presse, justement, la presse libre, c'est de veiller à ce que le responsable rende des comptes. Donc, il y a ensuite adhésion aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments internationaux et régionaux auxquels le Burkina a souscrit. Quand vous prenez l'ensemble des éléments, c'est vraiment, évidemment, c'est une disposition valise, hein, dans laquelle on trouve pas mal de choses, mais ça renvoie toujours à cette exigence, évidemment, de redevabilité et de liberté. Sachez que, en ce qui concerne aujourd'hui la mise en concurrence de ces deux lois fondamentales, ça veut dire que le principe énoncé, c'est que si il y a une concurrence entre les dispositions de la charte et de la Constitution, c'est la disposition de la charte qui l'emporte. Mais s'il y a un silence dans la charte, en ce moment, il n'y a pas de concurrence et c'est la disposition de la Constitution qui prévaut. Donc, la charte étant naturellement une béquille de la Constitution pour gérer une contingence, une conjoncture.
Donc, voilà un certain nombre d'éléments donc, qui nous permettent d'aller très rapidement à la Constitution de 1991 qui insiste sur un certain nombre d'éléments dans lesquels je vais encore faire ce petit exercice-là sans que ça me soit exhaustif, qui vous permettent de savoir sur quoi nous sommes assis et qui n'a pas été abrogé et qui ne peut pas être abrogé. Évidemment, ça peut l'être, mais pour l'instant, ça ne l'est pas, et donc qui fonde évidemment tout le reste de comportement et de l'attitude, des devoirs et des responsabilités dans notre société. Donc, en ce qui concerne donc, ce qu'il faut savoir, donc, la charte endosse les valeurs contenues donc dans la Constitution, ça je l'ai dit tantôt, et donc je vais aller rapidement à la... Très rapidement, parce que le temps imparti, il ne reste pas beaucoup. Il reste juste 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Donc, je vais faire speed, ne vous en faites pas. Donc, en allant donc à la Constitution, vous avez un certain nombre d'éléments au niveau du préambule, mais je laisse ça parce que je n'ai pas assez de temps, mais il y a 2 éléments sur lesquels je voulais insister quand même, qui sont les fondements du fonctionnement ou du travail de la presse. Donc, il y a, dans le cadre de la situation que nous vivons, il y a le caractère républicain des forces de défense et de sécurité. Il y a l'obligation de redevabilité comme une valeur républicaine. Et donc, pour aller maintenant sur le contenu de la Constitution elle-même, je voudrais citer 2 éléments, si vous me permettez. Il y a donc, au niveau de l'article 2, ce qu'on appelle les droits garantis, il y a la protection de la vie, la sécurité et l'intégrité physique. Donc, en ce qui donc, comme on appelle, ce qui aboutit toujours dans la même Constitution à la prohibition de la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants, la torture physique et morale et toutes les formes d'avilissement de l'homme. J'ai retenu cette disposition-là parce que nous sommes dans un contexte d'enlèvement et évidemment aussi dans un contexte où il y a beaucoup de présomptions de torture dans les geôles de Ibrahim Traoré, notamment à Guantanamo 2000. Donc ceux qui torturent aujourd'hui les gens là-bas devraient faire attention et lire la Constitution. Et cette disposition, je l'ai gardée exprès pour eux. Enfin, je termine avec l'article 8. L'article 8, donc, qui consacre le fait que la presse et le droit à l'information sont garantis dans notre pays. Donc, quand, évidemment, en faisant rapide et donc en allant rapidement à la conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et je remonte, permettez-moi un peu de revenir à l'article 5 ou 6, l'article 5 plutôt de la Constitution, qui est aussi un élément essentiel duquel je vais tirer les conclusions rapides que je vais faire tout à l'heure. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ça c'est l'article 5 de la Constitution qui le dit, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ça aussi, c'est un élément important, à mon avis, aujourd'hui, que le régime du MPSR 2 devrait, à mon avis, avoir à l'esprit. Mais donc, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous assistons depuis le coup d'État, qui est déjà une action violation de la loi, à une construction de la société extra-légale, ou en tout cas à côté de la légalité. Une société qui n'est plus tenue par le droit, mais par la volonté d'une personne.
Dans ces conditions, il me semble que le débat est moins l'aspect technique de ce que les journalistes ont pu faire ou commis comme délit qui a justifié aujourd'hui la situation qu'ils vivent ou que la presse vit. La question, c'est de savoir, est-ce que ceux qui nous gouvernent savent ce que la loi veut dire? Est-ce qu'ils savent ce qu'une république veut dire? C'est toutes ces questions essentielles-là, à mon avis, qu'il faut poser et qui va permettre donc de mieux éclairer le débat que nous allons avoir tout à l'heure. Je vous remercie si j'ai débordé de quelques minutes. Merci bien à M. Ahmed. Nous allons passer la parole à notre deuxième panéliste en la personne de M. Inoussa Ouedraogo. M. Inoussa, vous avez la parole. 25 minutes chrono. Merci bien. Bonsoir à tous. Je voudrais à mon tour rendre un vibrant hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons sauvagement assassinés le 13 décembre 1998. 27 ans après, ces assassins courent toujours. Pourtant, Norbert Zongo a fait don de sa vie pour que triomphent les valeurs de liberté, de justice, de démocratie. Il s'est sacrifié pour le bien-être de notre peuple et de celui de tous les peuples africains. Parce que Norbert Zongo résumait son combat en disant « Nous sommes tous mortels, ceux qui ont le pouvoir de donner la mort, tout comme ceux qui meurent pour ne plus gêner le festin des autres. Le Burkina Faso demeure et l'Afrique est éternelle. Je refuse que leur destin soit hypothéqué au nom d'une quelconque responsabilité politique. Y croire est une raison suffisante de lutter, d'écrire, de mourir pour qu'il y ait plus de liberté et de justice. C'est à ce prix que les grandes et riches nations ont été construites. J'y crois. » Fin de citation. Donc Norbert Zongo estimait qu'au nom de l'idéal de liberté et de justice, il pouvait aller jusqu'à affronter la mort pour que son peuple puisse, à l'instar des grandes nations, connaître le progrès, la justice et la liberté. Quelle grandeur, quelle humilité, et je dirais aussi, quel esprit de sacrifice. C'était un patriote. Ce n'est pas le patriotisme de pacotille qu'on voit aujourd'hui. Je voudrais donc dire que Dieu l'accueille dans son royaume, lui et ses compagnons d'infortune, et apaise les cœurs des familles et des amis, et vivement que justice lui soit rendue. Je ne voudrais pas revenir sur ce que mon aîné Newton Barry a dit concernant Serge Oulon et tous les autres confrères pour qui j'ai une pensée. Mais je voudrais dire qu'en toute humilité, Serge Oulon, c'est le Norbert Zongo de notre génération. Et nous devons tout faire, vraiment tout, pour qu'il ne lui arrive rien. Prenons le pari de tout mettre en œuvre pour que lui et tous les autres journalistes et tous les autres Burkinabés qui sont détenus aujourd'hui, je ne sais où, que rien ne leur arrive. Parce que pour parler de liberté d'expression qui est un droit, il faut dire qu'au-dessus de la liberté de presse, il y a ce qu'on appelle le droit à la vie. Comme le disait Norbert lui-même, pour jouir de tous les autres droits, il faut bien vivre. Et donc, c'est un appel à tous les Burkinabés, à toutes les légitimités sociales, à tous ceux qui peuvent faire en sorte que nos détenus reviennent sains et saufs chez eux, qu'ils le fassent. Je vais revenir sur le contexte général qui prévaut actuellement au Burkina.
mon aîné Newton Barry est revenu là-dessus, mais je vais évoquer aussi quelques petits aspects. Et je dirais aussi quel est l'état des lieux de la pratique du métier et de la liberté d'informer dans ce contexte-là, et les limites de l'approche de la militarisation de notre société pour espérer conquérir la sécurité et donc la paix. Et enfin, je dégagerai quelques perspectives pour satisfaire le droit à l'information des citoyens burkinabés. Donc, je dirais que, partant du postulat que chaque phénomène doit être analysé et compris dans son contexte, que c'est bien de revenir quand même sur quelques contextes, notamment le contexte politique. Au plan politique, nous sommes dans un état d'exception à la puissance 3. Je le dis parce que nous sommes dans un pays à la fois en transition, en guerre et en révolution, selon en tout cas nos autorités. Je ne reviendrai pas sur les chiffres des morts et des déplacés internes que cette guerre a engendré dans notre pays, mais je sais que le Burkina est l'un des États les plus touchés aujourd'hui au monde par le terrorisme, avec son cortège de morts et de déplacés internes. Au plan social, on peut noter que notre pays se caractérise par les fissures sociales. La méfiance s'est installée entre les Burkinabés. Le vivre ensemble est mis à mal. La peur s'est installée dans tous les compartiments de la société. C'est l'omerta totale. Critiquer les pouvoirs publics a été élevé au rang de crime de lèse-majesté. Les citoyens ont été divisés en deux grands blocs. Le bloc dit des patriotes, qui soutiennent donc et applaudissent les militaires au pouvoir, et le bloc des apatrides, composé bien entendu de ceux qui osent donner des points de vue différents. Et ce climat de méfiance est exacerbé par des groupes de soutien au président Traoré, regroupés au sein de ce qu'on appelle les Birsé et les Waïens. Ils constituent une sorte de police politique pour le MPSR. C'est la Gestapo du MPSR. Ils aident le service de renseignement à traquer les voix critiques, menacent les citoyens, intimident, dénoncent et sont porteurs surtout de discours de haine contre la presse et contre les voix critiques de façon générale. Ils n'hésitent pas à appeler, à guillotiner les journalistes pour satisfaire leur envie. Et ils le font de façon décomplexée. Le contexte du Burkina, c'est aussi l'entrée en vigueur du décret portant mobilisation et mise en garde, ainsi que le phénomène des enlèvements et disparitions forcées des citoyens dont Newton parlait tout à l'heure. Des procureurs de la République sont enlevés, des médecins ont disparu du jour au lendemain, des avocats croupissent en prison, des officiers, des sous-officiers sont arrêtés, d'autres accusés de coup d'État ont été froidement exécutés. Des vieillards de plus de 70 ans ont été arrêtés, humiliés, torturés, gardés en prison pendant des mois. Les injures publiques des aînés sont à foison sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus des espaces de non-droit où le mensonge et la manipulation sont exaltés. Les fake news sont souvent fabriqués par les dirigeants eux-mêmes. Et malheureusement, nos gouvernants sont devenus les grossistes de ces fake news-là. Donc, je vais m'arrêter là pour le contexte parce qu'on n'a pas le temps. Mais comment, dans ce contexte, les hommes et femmes de médias font leur travail et sont traités donc par les pouvoirs publics? Quels sorts leur sont réservés? Je voudrais dire qu'avant même l'avènement des militaires au pouvoir, notre presse se caractérisait, entre autres, par sa précarité. Cette situation économique difficile s'est exacerbée d'abord avec Covid-19 et ensuite avec les suspensions des activités des ONG, des organisations, des partis politiques aussi. Et il y a également que notre presse manque d'opinion publique.
La presse burkinabé est une presse, je dirais, orpheline, laissée à elle-même, en dehors de quelques organisations qui lui viennent en secours, ceux pour qui cette presse se bat ou prétend se battre, avec des moyens rudimentaires, souvent au prix de sacrifices inimaginables, n'a jamais voulu voler à son secours quand elle est en danger. Malheureusement, l'arrivée des militaires a beaucoup impacté la liberté d'expression, en plus donc de ces éléments-là. Il y a eu une redéfinition de la place et du rôle de la presse dans la société par ces militaires-là. Ce qu'il faut dire, c'est que les règles des casernes semblent désormais celles qu'on applique, ou disons désormais celles qu'on applique aux entreprises de presse et à leurs organisations professionnelles. Les militaires au pouvoir ont décidé de redéfinir le rôle des médias et le 6 septembre 2023, un entretien à la télévision, à la RTB, le président de la transition, Ibrahim Traoré, expose cette vision et ses attentes vis-à-vis des journalistes en disant que désormais, donc, nous voulons des gens qui vont communiquer, qui vont encourager nos forces, qui vont encourager le peuple à tenir bon. Et il a dit clairement que ceux qui vont aller dans le sens contraire vont le trouver devant sa route. Ils seront fermés. Et effectivement, tour à tour, on a vu RFI, France 24, Libération, etc., qui ont été fermés. Nos conseils de Libération et de Monde, Agnès Fèvre et Sophie Douce, ont même été expulsés manu militari. La radio Omega a été fermée pendant 1 mois pour avoir donné la parole à un opposant nigérien. Il y a eu également la transformation du Conseil supérieur de la communication en instrument de répression de la presse. Et sur ce plan, nos autorités n'ont pas fait dans la dentelle. Pour mieux régenter la presse, ils ont procédé à des réformes. La loi organique qui régissait donc le CSC indiquait que le président et le vice-président du CSC sont élus par ses pairs. Les militaires ont balayé ça. Ils ont adopté une nouvelle loi organique qui stipule désormais que c'est le chef de l'État lui-même qui désigne le président, qui à son tour désigne au sein donc des conseillers son vice-président. Donc c'est comme si le président et le vice-président étaient désignés par le chef de l'État. De plus, le pouvoir de ces conseillers-là ont été renforcés. La loi les autorise désormais à descendre dans les rédactions, à fermer, à perquisitionner, à emporter des documents ou du matériel. Ils ont le pouvoir de contrôler nos pages et nos comptes Facebook et donc de prononcer des sanctions contre tous les citoyens. Ils ont aussi le droit de retirer la carte de presse d'un journaliste et donc de lui interdire la pratique du journalisme. Et effectivement, dès qu'ils ont été mis en place, le nouveau collège n'a pas traîné à hausser le ton. Il menace les médias, intimide par-ci, suspendent à tour de bras ceux qui ne respectent pas ce que j'appelle l'évangile selon Saint Ibrahim Traoré. Radio Vatican, BBC, VOA, Deutsche Welle, etc. ont été simplement suspendus pour avoir publié un rapport de Human Rights Watch évoquant des tueries de civils perpétuées malheureusement par des militaires burkinabés sur des civils burkinabés. Je me souviens comment à cette époque-là, Serge était intimidé, menacé. Mais Serge, vous le connaissez, il est resté serein, imperturbable, droit dans ses bottes. Il y a eu aussi l'instrumentalisation du fisc pour étouffer les libertés de la presse. Nos autorités ont utilisé le service des impôts pour régler le compte de certains médias au motif qu'ils ne sont pas en règle vis-à-vis des impôts. L'événement a été fermé en juin 2000. Ensuite, le groupe Savane a aussi connu les frais, quand bien même c'était un média allié. Plusieurs autres seront redressés et sommés de payer plusieurs millions. Mais en fait, derrière tout cela, c'était la volonté de soumettre notre presse déjà fragile, mais jalouse de son indépendance. L'année dernière, nos autorités sont allées jusqu'à priver
à une partie de la presse écrite privée la subvention qui leur est accordée. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais malgré toutes ces pressions, la presse continuait quand même, tant bien que mal, à assurer le service minimum pour respecter un tout petit peu le droit à l'information des Burkinabés. Parce que ce qu'il faut aussi souligner, et le grand frère Newton est revenu là-dessus, c'est que notre presse a une grosse tradition de lutte. Et donc, les autorités se sont dit qu'il fallait passer à une vitesse supérieure pour venir à bout donc de cette petite résistance quand même qu'il y avait au niveau de la presse. C'est ainsi que le 20 juin 2014, le CSC décide de suspendre une des émissions les plus suivies de la télévision privée BF1, au motif qu'un de ses chroniqueurs a eu au cours donc, de l'émission a eu à tenir donc, des propos mensongers. Le chroniqueur a été entendu par le CSC. Il a ensuite été convoqué par les autorités policières avant d'être enlevé par des inconnus. Un vieil homme de près de 70 ans. Il s'appelle donc Khalifa Siri. Il a été libéré récemment, après plus d'une année de kidnapping, mais complètement méconnaissable. Et l'arrestation de ce chroniqueur-là, donc, sonne comme le début d'un assaut lancé par le pouvoir militaire pour neutraliser définitivement la presse. C'est ainsi que l'arrestation de Serge Oulon est intervenue le 24 juin 2024 à Ouagadougou. Cela a fait l'effet d'une bombe dans le monde des médias. Pour qui connaît Serge Oulon, le travail qu'il abattait à travers l'événement, ça ne pouvait que produire une onde de choc. Serge a été enlevé chez lui vers 5 heures du matin par des individus se réclamant donc des services de renseignement. Ils ont obligé plus tard son épouse à leur remettre les téléphones et l'ordinateur du journaliste. Et 4 jours plus tard, c'est Adama Bayala qui a été kidnappé. Puis, c'est suivi donc le tour de Alain Traoré. Et après, on a vu le 24 mars, Djezouma Sanogo, Boukari Woba, respectivement donc président et vice-président de l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina. Ils étaient aussi l'une des pièces maîtresses donc, du centre de presse Norbert Zongo. Ils ont été arrêtés par des agents aussi du service de renseignement. Leur crime, c'est d'avoir dénoncé au cours d'une assemblée générale des menaces sur la liberté de presse. L'AJB a été ensuite dissoute par les autorités. Le journaliste de BF1, Luc Park-Belgium, qui avait couvert ce reportage, a lui aussi été arrêté. Ils ont été réquisitionnés et envoyés sur le front pendant 4 mois. Ensuite, il y a eu le cas d'autres journalistes, Mamadou Ali Compaoré, Idrissa Bari et bien d'autres certainement que vous avez suivis. Mais beaucoup plus récemment, il y a eu le cas de Ousseini Ilboudo de l'Observateur Palga, de Dieudonné Zumbrana, d'aujourd'hui au Faso, de Michel Nana, du journal Le Pays, qui ont été également arrêtés et gardés quelques jours avant d'être libérés. Donc, pour clore aussi sur ce chapitre-là, le gouvernement sous l'égide du CSC a fait signer aux médias en mai dernier donc, un document appelé Pacte des médias pour une communication de guerre contre le terrorisme et pour la reconquête du territoire. Donc, une sorte de document qui devait leur dire que désormais, c'est du journalisme patriotique qu'ils devaient faire. Donc, voilà un peu le point non exhaustif de la situation des médias, de la situation de la pratique du journalisme dans notre pays. Et ça, c'est ce qui est su et connu de tout le monde. Parce qu'il y a d'autres pressions plus subtiles que l'on ne nous dit pas, qui n'est pas sur la place publique, mais qui impactent négativement donc la liberté d'expression. Alors, que faire face à cette situation dramatique? Faut-il se taire, ne rien faire, alors que nous sommes dans une prison à ciel ouvert, dans une sorte d'enfer, où on ne dit rien pour ne pas justement mal finir? Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous dans un tel contexte? Et comment, dans cette fournaise, poursuivre la lutte de nos dévanciers afin que demain, nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre dans un Burkina en sécurité, en paix, et où règne la liberté, le progrès et la justice, valeurs pour lesquelles, justement, je disais, Norbert Zongo s'est battu, et d'autres Burkinabés
que je ne citerai pas ici, ont donné leur vie pour que ces valeurs-là triomphent. Je pense d'abord qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer parce que le Burkina a une tradition de lutte. Quand on a connu le 3 janvier 1966 dans son histoire, quand on a connu les grèves historiques de septembre 1975, si ma mémoire est bonne, non, décembre 1975, on ne peut pas désespérer. Quand on a fait l'insurrection populaire, quand on voit toute la déferlante, toute l'organisation qui a été mise en place après l'assassinat de Norbert Zongo, on ne peut pas désespérer. Nos structures sont toujours là. Le MBDHP est là, le collectif est là, le ballet citoyen, des organisations comme le centre de presse Norbert Zongo, quand bien même il est affaibli, des mouvements comme le mouvement Sens, etc. Quand toutes ces organisations sont là, on peut donc espérer. Il faut renforcer justement ces organisations-là et les mettre en mouvement pour sauver notre pays. Il faut renforcer aussi la presse libre. En fait, la presse libre, je veux dire, ces médias-là qui ont toujours résisté. D'autres sont aujourd'hui en exil, mais il faut les réorganiser pour ne pas laisser l'espace à ceux d'en face. Il faut occuper l'espace. Parce que, comme le disait Norbert, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence aussi des gens bien. Sortons de notre silence. Et pour ça, je pense que nos intellectuels ont un grand rôle à jouer. Il faut aussi démystifier la théorie de la militarisation de la société comme solution ultime à l'insécurité et à la paix. Ceux qui pensent qu'au nom de la sécurité, au nom de la paix, on doit sacrifier les libertés, doivent méditer cette belle maxime d'un ancien président américain qui disait qu'un peuple prêt à sacrifier sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit donc par perdre les deux. Voilà 3 ans que le pouvoir du MPSR a verrouillé la presse et l'ensemble de la société, l'ensemble des voix critiques. Mais sommes-nous autant en sécurité? Chacun peut faire son propre bilan. Mais je dis que s'en prendre aux journalistes, aux médias, à la presse, pour espérer gagner la guerre contre le terrorisme, c'est se bercer d'illusions, comme qui casserait le thermomètre en pensant baisser la fièvre. Non. Le thermomètre n'est que l'indicateur. Il n'est jamais la cause de la fièvre. Le musellement de la presse ne peut pas créer la sécurité. Il génère tout au plus le sentiment de sécurité, exactement à l'image de l'Autriche, qui se croirait en sécurité par le simple fait de se vautrer la tête dans un tas de sable. Donc nos autorités et leur soutien inconditionnel doivent se rendre à l'évidence que la répression de la presse n'a jamais été une solution ici ou ailleurs. Parce que je me pose la question, est-ce qu'on peut obtenir la paix dans un pays où l'on ne peut pas s'exprimer? Peut-on obtenir la paix dans un pays où les droits humains sont bafoués, où les voix critiques sont muselées, où il est interdit même de réfléchir? Peut-on obtenir la paix lorsqu'on jette en prison ceux qui pensent autrement? Peut-on avoir la stabilité, la tranquillité de gouverner et la sécurité dans un pays où les dirigeants se substituent à la justice et peuvent faire disparaître des citoyens pendant des mois au motif qu'ils ne sont pas suffisamment patriotes? Quelle est l'unité de mesure du patriotisme? Qui la détient? Peut-on être en sécurité et vivre en paix quand au nom de la lutte contre l'insécurité, on peut massacrer en toute impunité des communautés entières, décimer des familles entières? Il vous reste 1 minute là. 1 minute? Oui. D'accord. Donc, je veux dire que ceux qui ont un problème avec la presse sont ceux qui sont des pêcheurs en eau trouble. Ils détestent la lumière.
ils aiment les ténèbres, ils aiment l'obscurité. Et quand on aime l'obscurité, on ne peut pas aimer la presse. La presse est le symbole de la transparence. Et c'est ça l'origine de la haine morbide contre la presse. Quand on est dirigeant et qu'on n'a rien à se reprocher, quand on fait ce pourquoi on a été élu et ce pourquoi on a braqué le pouvoir, quand on est champion de la bonne gouvernance, quand on gère bien les ressources de son pays, on ne peut qu'aimer la redevabilité. On ne peut qu'exalter la transparence et la reddition des comptes. Et je voudrais dire que aujourd'hui, la conséquence de tout ça, et c'est mon mot de la fin, c'est que notre peuple est devenu un peuple de soumis, d'apeurés, de traumatisés, haïssant les meilleurs de ses fils et détestant même jusqu'à d'autres peuples. C'est cette image qu'on renvoie du Burkina. Voici ce qui est devenu le Burkina de Norbert Zongo. Pourtant, dans un de ses éditoriaux d'août 1993, intitulé « Ne brisons pas le rempart », Norbert disait « Nous ne réclamons pas un soutien aveugle de la presse, que l'on nous comprenne, mais nous demandons à l'opinion publique d'être vigilante. Elle doit se méfier des vérités d'État et savoir gratter l'écorce des apparences pour éviter le simplisme. » Il terminait en disant « Souvenons-nous, entre la démocratie et l'état d'exception, il n'y a qu'un rempart, la presse. Ne laissons pas briser ce rempart. Et le Burkina Faso tout entier nous le revaudra. » Merci bien, je vais m'arrêter là, en espérant revenir sur d'autres aspects. Merci bien à vous, Monsieur Inoussa Ouedraogo, pour cette brillante présentation. Et comme nous l'avons dit en introduction, à la suite des deux panélistes, nous allons solliciter un monsieur, une personne de ressources qui a d'ailleurs même été l'un de nos panélistes pendant les panels passés, à la personne de monsieur Christophe Dabéré, en 5 minutes. Monsieur Christophe, si vous êtes là, on va vous donner la parole en 5 minutes pour vos contributions, vos apports par rapport à ce que nos deux panélistes ont dit et en rapport avec le thème du jour. Monsieur Christophe, vous avez la parole. Merci. Monsieur Dabéré, Christophe, est-ce que vous êtes là? Alors donc, si Monsieur Christophe n'est pas là, alors nous allons continuer à dérouler le programme comme prévu. Les deux panélistes nous ont déjà tenus en haleine pendant 40 à 51 heures, 1h22 minutes. Alors nous allons passer la parole maintenant à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, et pour prendre la parole et nous dire, nous donner s'il y a des commentaires à faire en très peu de temps. Il faut être précis et concis, surtout que nous sommes vraiment pris par le temps. Il nous reste encore juste 30 minutes pour cette phase. Donc, on va vous prendre pour les questions ou les petits commentaires par rapport au thème du jour. Merci. Donc, la parole à qui veut la prendre. Voilà. Et dit sa question s'adresse à Nab. Comment expliquez-vous la relative facilité avec laquelle Ibrahim Traoré a dompté cette presse qui était si courageuse sous Blaise Compaoré? Une belle question quand même. Monsieur Newton Ahmed, la question vous est adressée. Les deux questions. Mm-hmm. On répond maintenant ou on attend Oui, il y a deux questions auxquelles, comme pour le moment, on a du mal à activer le micro des intervenants. Donc, on va vous permettre de répondre aux questions les deux questions qui sont dans le chat en attendant qu'on règle le problème technique. OK.
Donc, sur la première question, c'est de savoir si Jules de Diallo a travaillé avec nous. Effectivement, Jules de Diallo a été un journaliste à freelance. Il a été notre correspondant des années durant au niveau de l'événement, mais ce n'est pas seulement avec l'événement qu'il a travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé avec pas mal de journaux. Il a été enlevé et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ses colocataires ont vu le matin, l'ont vu escorté le matin par deux hommes qui se réclamaient de la gendarmerie. Sorry? Et, s'il vous plaît. Evie, ton micro est ouvert. Ok, sorry. Donc, qui ont vu, donc, ces colocataires l'ont vu un matin, je pense que c'était en avril, si ma mémoire est bonne, débarquer, flanqué de deux personnes qui se réclamaient être des gendarmes. Ils sont venus perquisitionner chez lui, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont repartis avec lui. Depuis ce jour, plus personne n'a de ses nouvelles. Disons que son épouse ne travaille pas, elle est donc, c'est lui seul qui est donc un enseignant, un instituteur, je pense certifié, mais qui n'enseignait plus, qui était donc au niveau de l'inspection. Et donc, son épouse, qui ne travaille pas, qui a 3 enfants en charge, est aujourd'hui sans ressources. Et donc, à mon avis, ce sont les bonnes volontés qui lui permettent, qui l'aident à payer le loyer. Sa fille est en terminale, une fille très brillante. Elle est donc en terminale dans un lycée technique à Zignaré. Et c'est d'ailleurs parce que Yulde voulait, dont la fille est très brillante et qui a été orientée dans cette école, voulait rapprocher sa famille de l'école pour permettre à sa fille d'aller plus facilement à cette école, qu'il avait fait déménager sa famille de Kaya à Zignaré. Depuis lors, on n'a pas de nouvelles de Yulde et l'ignominie, ou en tout cas, je pourrais dire la cruauté en plus, c'est que 3 mois après son enlèvement, disparition, dont ses supérieurs ne peuvent pas ignorer, on lui a donc envoyé une lettre et probablement peut-être qu'aujourd'hui, il a été licencié. Donc voilà la situation de Yulde. Maintenant, comment est-ce que Ibrahim Traoré a réussi si facilement à déglinguer la presse burkinabé qui était si hardie, pas seulement sous Blaise. Depuis 1960, la presse burkinabé était si hardie que, si vous vous souvenez, l'observateur Palga a été incendié par les révolutionnaires du CNR parce qu'ils n'arrivaient pas justement à le dompter. Donc, c'était une tradition. Il se trouve aujourd'hui que toutes les presses, y compris le doyen des presses, a baissé pavillon. Comment on peut expliquer cette situation? Sauf, à mon avis, ce n'est pas une explication, c'est juste un constat, mais je pense qu'Inoussa va m'aider. C'est que ce n'est pas exception. Le cas de la presse n'est finalement pas une exception. C'est-à-dire tous les remparts que la société burkinabé a érigés au prix du sang et de la sueur se sont tous finalement écroulés. Les syndicats, les organisations de défense des droits humains, les magistrats. Encore que les magistrats,
Je m'excuse de dire ça parce que, ayant vécu, ou en tout cas l'expérience que j'ai de la lutte au Burkina, l'impression que j'ai, je peux me tromper, je ne veux nullement, ce n'est pas une façon évidemment de déconsidérer un corps, hein. Mais ce qui est constant, c'est que les magistrats n'ont jamais été de grands lutteurs. Et je pense que les réformes qu'on a eues à partir de 2014, on l'ont été en fait données, puisque pendant longtemps, en dehors d'un seul syndicat des magistrats, les autres syndicats des magistrats étaient des syndicats acquis. Je dis ça, je ne dis pas ça par méchanceté, c'est un constat. Ce qui est différent, par exemple, du SINCHA. Malheureusement, aujourd'hui, le SINCHA aussi est méconnaissable. Donc, je ne sais pas quoi répondre, en tout cas, à la question spécifique de la presse. Je fais simplement le constat que Ibrahim n'a pas eu à se donner beaucoup de peine pour déraciner ou en tout cas massacrer la presse. Je laisse la parole à Inoussa, peut-être qu'il sera plus inspiré que nous. Ben, merci bien, cher aîné. Je pense que, en plus de ce que vous avez dit, vous m'entendez? Est-ce que, Innocent, si tu permets, comme on peut maintenant activer les micros, on va passer la parole à Yacouba et ensuite vous interviendrez. Voilà, et puis ensuite on vous reviendra. Merci beaucoup. Merci. Alors, Yacouba Ouattara, vous avez la parole. Soyez vraiment bref parce qu'on a déjà pris par le temps, vu qu'il y a eu des petits soucis techniques. Donc, on vous écoute. Ouais, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, chers organisateurs. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Malgré quelques incidents techniques, je m'en réjouis. Je suis Ouattara Yacouba. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je suis depuis la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je suis titulaire d'un master en histoire économique et sociale obtenu à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. Le sujet est le bienvenu. Je vais quand même donner quelques points de vue et poser 2 ou 3 questions, si le temps me le permet. Ma première question, je vais essayer de l'extrapoler, tendre un peu le sujet à toute l'Afrique. Peut-être que nos 2 panélistes vont mieux nous édifier sur la question. Pourquoi en Afrique, les dirigeants, qu'ils soient militaires ou civils, ont-ils peur de la presse? Je reprends. Pourquoi en Afrique, les dirigeants, qu'ils soient militaires, arrivés au pouvoir par un coup d'État, ou civils, ont-ils peur de la presse usuelle? La presse, la société civile doit garder, entre guillemets, jalousement le pouvoir. Alors que ce pouvoir-là, c'est le peuple qui l'adore. La deuxième question, est-ce que la liberté de presse, la liberté d'expression de presse, telle que conscrite dans les constitutions africaines, dans nos États, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Parce que quand je vois presque toutes les constitutions africaines, c'est bien, bel et bien la mer. Dans la pratique, on sent une défiance. Tandis qu'en Europe, on parle pas trop ce gouvernement. Les gens ont eu peur de la liberté de presse. Il faut juger, il faut laisser parler avant de voir des défauts. Alors qu'en Occident, ça se fait, mais ici, les gens ont eu peur. Je m'intéresse particulièrement au cas spécifique au Sahel, avec les 3 pays réunis dans l'AUS, à l'un des États du Sahel. Est-ce que c'est en muselant la presse qui pourront bel et bien parvenir à sécuriser tout l'ensemble du territoire national? Est-ce que c'est en muselant la voix discordante qui pourront parvenir à sécuriser, à faire régner la sécurité nationale? Je m'arrête là pour
que je sois mieux éduqué sur ces questions. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci bien à toi, Yacouba Ouattara, pour tes 3 questions. Je pense que les panélistes sont plus notés, sinon je vais répondre les questions. Mais avant, je vais ajouter une autre question aussi qui a été posée dans le chat par Michel, qui rejoint un peu les 3 questions qui ont été posées par Yacouba Ouattara. Il y a un participant, Michel, qui demandait comment comprendre la participation du Premier ministre, journaliste Jean-Emmanuel Ouedraogo de son État et bien d'autres hommes de médias dans cette répression de la liberté de la presse. Est-ce qu'on n'a pas failli dans la formation de la relève? Voilà une question qui a été aussi posée dans le chat par Michel. Et en plus de cette question, on va ajouter les 3 questions qui ont été déjà, qui viennent d'être posées par Ouattara. Pourquoi en Afrique, ceux qui arrivent au pouvoir, que ce soit en parcours d'État, hein, que ce soit les civils ou les militaires, pourquoi ont-ils peur de la presse? La deuxième question, est-ce que la liberté de la presse est garantie dans les différentes constitutions? Mais est-ce que cela est réel au vu de ce qui se passe vraiment sur le terrain? La troisième question est la suivante. Est-ce que museler la presse comme le fait dans les pays de l'AES, est-ce que c'est cela qui va leur permettre de résoudre le problème de l'insécurité dans ces différents pays? Voilà comment je résume ces 3 questions qui ont été posées par Yacouba Ouattara. Donc, chers panélistes, Monsieur Inoussa Ouedraogo, en même temps que vous répondez à la première question, aux 2 questions qui avaient été posées dans le chat, vous prenez en compte en même temps ces 3 questions. Merci. Inoussa, vous avez la parole. Merci bien, merci à Yacouba pour sa question. Je voudrais dire que le rôle de la presse, ou du moins le rôle qu'on a attribué à la presse, c'est d'être un témoin. C'est ça le rôle de la presse dans une démocratie. Le témoin du peuple, le témoin de l'opinion publique. Donc la presse doit apporter plus de lumière en donnant la parole aux sachants, aux savants, aux intellectuels pour éclairer le citoyen, mais aussi pour éclairer les gouvernants eux-mêmes. Mais en général, ceux qui ont un problème avec la presse, et ce n'est pas propre au Burkina, au pays du Sahel, en Afrique tout simplement, un peu partout dans le monde, les médias ont des problèmes. Parce que les gens aussi, ils détestent la lumière. Ils aiment les ténèbres. Et quand on aime l'obscurité, on ne peut pas aimer la presse. Parce que la presse symbolise aussi la transparence. Donc, les gens ont des problèmes avec la liberté de ton. Ils ont tendance à cacher, alors que nous sommes dans une société de transparence. Quand on est un dirigeant qui n'a rien à se reprocher, quand on fait ce pourquoi on a été élu et ce pourquoi on est au pouvoir, on invite même la presse à venir. Venez découvrir ce que je fais. Venez découvrir ce que mon gouvernement fait pour le pays. On a tendance à aimer la transparence, à aimer la reddition des comptes. L'autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de presse sans opinion publique. C'est l'opinion publique qui garantit la sécurité et qui garantit aux journalistes la possibilité de travailler librement. Dans nos pays en général, je l'avais dit, les journalistes sont très souvent délaissés à eux-mêmes. On pense très souvent qu'on exerce la liberté de presse pour soi-même, alors que c'est pour les citoyens qu'on exerce cette liberté. Et ce sont les citoyens qui doivent protéger ces médias-là, ces défenseurs des droits humains. Dans les pays où il y a la liberté, ce n'est pas parce que les gouvernants aiment véritablement laisser la liberté aux médias d'informer, d'analyser, de critiquer,
d'apporter de la lumière, mais c'est parce qu'ils ont une opinion publique qui les contraint à laisser la presse faire son pouvoir. Ils contraignent nos gouvernants à accepter et à tolérer la séparation des pouvoirs sur lesquels nous fondons notre vivre ensemble. Et c'est le contrat social qui nous lie. Voilà ce que je peux dire. Et c'est valable aussi pour la presse burkinabé qui est fragilisée parce que, comme je l'avais dit, il y a la précarité qui existait déjà et il y a le manque d'opinion publique et d'autres difficultés liées notamment au fait que nous n'avons pas réussi, par exemple, à prendre en marche le train de la transition numérique. Il y a le problème du modèle économique de nos entreprises qui sont très souvent, en tout cas qui attendent très souvent des gouvernants qu'ils fassent des reportages facturés, etc., pour pouvoir souffler un peu économiquement. Et on a le fait aussi que les gens lisent peu et l'avènement d'Internet a fait que malheureusement, nos entreprises n'ayant pas réussi à s'adapter à la nouvelle donne ont été laissées sur le chemin. Il y a, à mon avis, beaucoup de réflexions à mener sur ce modèle économique-là adapté à notre situation pour faire en sorte que nous ayons des entreprises de presse viables, des journalistes bien formés et enfin une opinion publique qui est disposée à soutenir la presse, à reprendre les lièvres que les journalistes lèvent dans le cadre donc de leurs enquêtes, de leurs travaux, etc. Merci bien, M. Younoussa Ouedraogo. Je vais spécifiquement adresser cette question à M. Ahmed. La question par rapport est-ce que la nouvelle génération, est-ce que la formation, au niveau de la formation de la relève ne pose pas de problème, comme l'a demandé Michel dans le chat? Comment comprendre que tout un ministre journaliste qui a été un grand journaliste, aujourd'hui se range du côté de ceux qui répriment la presse, de ceux qui bâillonnent la presse aujourd'hui? La question, quand même, à mon sens, est assez pertinente. Nous allons permettre à M. Ahmed de nous éclaircir en une minute sur la question. Ahmed. Le micro est fermé. Okay. Donc, je dis, si vous permettez, en un mot, je voulais revenir sur la première question là. Pourquoi les régimes militaires ou civils ont-ils peur de la presse? Non, ce sont les régimes autocratiques qui ont peur de la presse. Et regardez actuellement ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Donc, par essence, il n'y a pas de régime, très peu de régimes ou de gaieté de cœur acceptent ou accordent la liberté d'être critiqué, d'être inspecté. Nul n'accepte ça. Parce que, comme disait l'autre, hein, je caricature et je prends la phrase de Martin Luther King à propos donc du racisme aux États-Unis, je l'applique à la presse. Martin Luther King disait ceci, nulle loi ne peut contraindre quelqu'un à m'aimer, mais pourvu qu'elle n'autorise pas à me lyncher. Donc, c'est à peu près la même chose au niveau de la presse aussi. C'est-à-dire, nulle loi ne peut amener les gens, quand ils sont en responsabilité et que donc leurs actes et leurs actions sont inspectés et contrôlés, vous trouverez peu, en tout cas, ou pas beaucoup, qui vont aimer la presse. Maintenant, il faut que les dispositions soient telles qu'il n'ait pas la possibilité de tuer la presse. Et pour cela, il y a deux choses. Il y a naturellement la force de la loi et puis la force de l'opinion. Ce que je constate en ce qui concerne le Burkina, pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure Inoussa, mais évidemment,
en y ajoutant, moi, la perception que j'en ai en matière donc de l'existence de l'opinion publique, au regard de ce qui s'est passé avec Norbert Zongo et le collectif, il me semble que nous avons une opinion publique. Malheureusement, c'est une opinion publique croque-mort. Elle se réveille quand vous êtes mort. Donc, en fait, peut-être que ça vaut pour ceux qui viennent, mais pour la personne elle-même qui se bat, en général, ça ne vaut absolument rien. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous aviez posée tantôt, est-ce que c'est lié à la formation? Si vous prenez le cas de Emmanuel, évidemment, je respecte, c'est un grand monsieur. Est-ce que ça ne relève pas davantage de l'opportunisme plutôt que de la formation? Vous avez vu le reportage qu'il a fait. On ne peut pas trouver de meilleur. Mais je vais encore me faire des ennemis, mais je le dis, il n'y a pas meilleur professeur d'enseignement du journalisme dans notre pays que Serge Théophile Balima. C'est pourtant l'un des meilleurs, en tout cas le conseiller le plus écouté de Ibrahim Traoré. Et je pense même que le malheur de la presse burkinabé tient en partie et pour beaucoup à Serge Théophile Balima. Évidemment, je dis ça et j'assume, avec toutes les conséquences que cela peut me valoir. Mais c'est un constat et j'ai des éléments que je peux, en tout cas, alléguer. Voilà. Ah, d'accord. Merci à M. Niton Ahmed Bari. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, auditeurs, qui voulaient vraiment prendre la parole pour des questions aux panélistes? Parce que jusque-là, il y avait une seule main levée, c'était Yakuba Ouattara, qui a déjà eu son temps de parole. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Et parallèlement, je voulais savoir, est-ce que Madame Angèle Batolé est en ligne? Alors donc, je crois qu'il n'y a pas de main levée. Alors, on va aller voir si... Est-ce qu'elle a réussi à ouvrir son micro, Angèle? Normalement, si elle lève la main, on va lui ouvrir son micro. Maintenant, il faut qu'elle sache comment on fait. Il faut expliquer peut-être. Je crois qu'elle doit pouvoir le faire parce que la dernière, elle a été déjà panéliste. Donc, ce jour-là, je pense qu'il y avait eu des petits soucis, mais je pense que c'était réglé. On m'informe qu'il y a une autre main. Bien, donc, on m'informe que Madame Batolé n'est pas ici. Alors, si elle n'est pas là, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, Batita Verbo. Est-ce que vous ne pouvez pas fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Il y a un Souman Stéphane qui a levé la main. Oui, Monsieur Stéphane. Oui, maintenant, mon interrogation, c'est sur l'avenir. Ce qui est fait est déjà fait. Est-ce que les journalistes présentement ont déjà réfléchi ou sont-ils en réflexion pour l'avenir de leur métier au Burkina Faso dans ce contexte, ou même après ce pouvoir, est-ce qu'ils ont réfléchi à je dirais, la
pérennité de leur métier? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a beaucoup plus de communication au Burkina que de journalisme. Est-ce qu'ils sont en réflexion ou s'ils ont déjà réfléchi sur l'avenir de ce métier au Burkina qui, qu'on le veuille ou pas, est un outil essentiel pour ancrer la démocratie au Burkina Faso? Merci. Merci, Monsieur Stéphane. On va permettre à nos deux panélistes de pouvoir répondre. Monsieur Ahmed? Merci, monsieur le modérateur. Merci à c'est une question pertinente. Évidemment, il faut disposer pour l'avenir aujourd'hui. La question de fond, à mon avis, là où on est rendu aujourd'hui, individuellement, aucune corporation ne peut s'en sortir. Soit on arrive à s'en sortir ensemble, ou soit on va périr ensemble. Parce que la presse, ce n'est pas une propriété des journalistes, même si c'est leur métier. La presse est au service des populations. C'est pour cela que je pense, si vous avez écouté tantôt Inoussa en citant Norbert Zongo et de façon pertinente, vous vous rendez compte qu'en fait, la presse exerce un droit qui leur est délégué. Parce que c'est le droit du peuple à l'information qui est délégué aux journalistes. Donc, c'est un pouvoir délégué. Donc, il l'exerce par délégation. Donc, il faut que le propriétaire du pouvoir lui-même se sauve, se lève, pour qu'ensemble, avec les journalistes, on puisse trouver une solution. Voilà ce que j'en pense. Mais Inoussa, à mon avis, peut donner son avis là-dessus aussi. OK. Donc, Oui, Monsieur Inoussa, je pense que ce que Newton Barry dit est très pertinent. On n'exerce pas ce métier pour soi-même. On l'exerce dans un contexte et le droit à l'information n'est pas le seul fait du journaliste. C'est une délégation du pouvoir et ceux qui ont délégué ce pouvoir-là ont aussi le devoir de veiller à ce que tout se passe bien. Donc, c'est une réflexion globale. On ne peut pas détacher la presse et dire est-ce qu'elle réfléchit à son avenir? Oui, évidemment, quelques acteurs au niveau individuel ou les organisations professionnelles peuvent se demander, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Mais en entendant, encore de plus, je vais citer Norbert Zongo, qui avait dit que personne de nous ne peut avoir un avenir dans un pays qui n'en a pas. Donc, pour se demander qu'est-ce que la presse fait, il faut qu'on se demande aussi qu'est-ce que le Burkina deviendra à la lumière de tout ce qu'on a énuméré comme contexte difficile de caporalisation de l'ensemble de la société. Donc, je crois que c'est une réflexion globale qu'on doit mener. Comment on sort notre pays de cette situation? Parce que ce n'est pas que les journalistes qui sont attaqués. Même les magistrats sont attaqués. C'est la société toute entière qui est, dans son organisation originelle, remise en cause. On a affaire à un tyran, désormais, qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus de la Constitution, qui est au-dessus du droit, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, qui libère qui il veut, qui arrête qui il veut. C'est ça. Donc, dans cet environnement-là, je ne pense pas que ce soit la presse elle seule qui doit réfléchir à comment elle s'en sort, mais comme le disent les idéologues, la contradiction principale aujourd'hui n'est pas de savoir comment la presse elle seule s'en sort. La contradiction principale, c'est comment on sort notre pays de cet état de tyrannie-là pour essayer de revenir dans un état de droit. Parce que c'est dans l'état de droit que chacun peut exercer sa liberté, la liberté de presse, tout comme la liberté d'expression tout court. Donc, pour devenir citoyen, il faut que nous soyons aussi dans un état de droit, et c'est l'état de droit qui nous sauvera tous, et c'est pour ça que nous devons tous nous battre. Merci Inoussa pour cette conclusion assez intéressante. Alors, il y a une question dans le chat qui est adressée à Monsieur Newton Ahmed Barry.
la question est posée par Tiaka Ouattara, qui demande, selon vous, d'où pourrait venir le déclic dans le cas de Burkina Faso? Y a-t-il un risque de devenir un Cambodge de Pol Pot ou l'Érythrée? Cette question est adressée particulièrement à M. Newton Ahmed Bari. Moi, je suis de ceux qui pensent que le pire n'est jamais certain et que, au regard de l'histoire de notre peuple, parce que nous avons quand même une histoire, même si aujourd'hui tout est noir, il n'y a pas, on ne sait pas par où, évidemment, la lueur d'espoir et de lumière va apparaître. Nous avons quand même une tradition. Nous sommes les descendants de ceux qui ont fait 1966, mais ceux qui ont fait aussi 1958. N'oubliez pas la bataille qu'il y a eu en 1958 quand De Gaulle a proposé l'association ou l'indépendance ou l'autonomie. Et vous avez vu le travail formidable qui a été fait par un certain nombre de nos dévanciers. Il y avait les Joseph Kizerbo, il y avait Diko Amadou, que les gens ont oublié aujourd'hui, qui a écrit même un excellent ouvrage, le cahier des militants, je crois, si je ne m'abuse, hein. Mais je parle sous le contrôle de Oumarou, je pense qu'il l'a lu. Si ce n'est pas parfaitement de cette façon que c'est libellé, évidemment, il peut m'aider. Ça va aider aussi le reste des panélistes. Mais donc, mais je peux citer à foison. Donc, nous sommes héritiers d'une lignée quand même de gens droits, dignes, combattants, et qui ont des valeurs chevillées à leur corps. Donc, comme on dit, je termine par ce proverbe-là, mais je ne sais pas comment ça va se faire au jour d'aujourd'hui, mais je termine par ce proverbe, comme on dit chez nous, dans une vieille tabatière, il en reste toujours suffisamment pour faire éternuer. Donc, c'est vraiment ma conviction la plus profonde. Merci bien. À Newton Ahmed Bari, il y a une autre question, hein, il y a une autre question dans le chat on va prendre cette dernière question et puis voilà, aller vers la fin de notre panel. Alors, la question, elle est de Brema Diallo, qui revient encore, qui se demande, est-ce que dans le cas de Burkina, ça vaut la peine de se battre au risque de sa vie? Et puisque la lutte pour laquelle Norbert Zongo s'est battu, aujourd'hui, on a vu que tous les acquis ont été remis en cause. Donc, est-ce que ça vaut la peine encore de faire ce combat-là? Voilà un peu la question de Brema Diallo. Oui, Mouni, si tu permets, je vais ajouter juste une question. Alors, le panel était censé couvrir aussi le Sahel de façon générale. Alors, si nos panélistes peuvent faire une sorte, de façon pas très longue, mais une comparaison entre les trois États du Sahel, étant donné que les interventions ont été très centrées sur le Burkina, ce qui peut se comprendre, hein. S'ils peuvent faire une sorte d'analyse comparative de la situation dans les trois États du Sahel, ce sera pas mal. Merci. Merci bien. À la suite de mon co-animateur, Ebie Oumarou. Alors, nos deux panélistes, c'est vrai qu'on s'est beaucoup tablé sur le Burkina, étant donné que nos deux panélistes viennent du Burkina Faso, mais ce n'est pas une raison aussi suffisante pour ne pas on fasse quand même un tour d'horizon sur dans les deux autres pays de l'AES pour nous dire exactement comparativement, quelle est la situation dans ces pays-là aussi, en quelques minutes. J'avais pensé qu'on allait revenir sur ça dans les 10 minutes ne comptent plus. Si ça ne compte pas, donc on va essayer de répondre maintenant. Si, parce que, en fait, les 10 minutes, je ne les ai pas respectées parce que pour moi, comme on a fait question-réponse, donc les 10 minutes ont été déjà pris en compte, à mon avis. Mais maintenant, il s'agit de répondre aux questions. Quand on pose comme il n'y a pas beaucoup de mains levées, on peut quand même se permettre de répondre aux questions en même temps. OK. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que je commence par la réponse de la question à la question de Ebié? Je ne sais pas. Et puis, bon, je pense que Inoussa
Il faut qu'on partage, il faut qu'on se complète. Et je pense qu'en ce moment-là, on va être plus, il y aura il y aura une plus-value. La situation dans le Sahel aujourd'hui, donc à l'AES, il y a eu pendant un moment une disparité des cas. Et puis après, il y a eu une sorte de convergence, je ne dirais pas constitutionnelle, mais une convergence autocratique, inspirée sans doute par notre bonhomme, Ibrahim Traoré. Parce que jusqu'à ce qu'on arrête, vous êtes témoin, hein, jusqu'à ce qu'on, à l'initiative d'Ibrahim Traoré, on interpelle Kaoudjin au Mali, on le juge et on l'enferme, et qu'on suspende Doliba TV, il y avait au Mali une relative liberté de presse. Jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que, après 2024, Ibrahim Traoré ait décidé d'une conclave avec quelques partisans et se soit octroyé un quinquennat renouvelable sans limite. Une fois. Bon, c'est pour ça que je dis sans limite. Aussi bien au Mali, surtout au Mali, bon, le Niger était en expectative. Au Mali, particulièrement, ils étaient encore sur la transition. Ils avaient adopté une constitution dans laquelle, d'ailleurs, il est proscrit les coups d'État. Et ils étaient plutôt dans une dynamique d'ouverture. Et on a vu qu'après cela, Assimi Goïta a fait mimétiquement ce que Ibrahim Traoré a fait. Il permettait l'existence des partis politiques, il les a supprimés de fait. Et je pense que même si les partis politiques ont refusé de mourir et ont intenté une action en justice et qu'elle est toujours pendante devant les juridictions, de fait, Assimi Goïta a calqué désormais sa conduite sur les pas de Ibrahim Traoré. Donc, on peut dire qu'il y a une convergence autocratique, je schématise, hein, une convergence autocratique au niveau de l'AIS sur des éléments, un ou deux, c'est-à-dire refus de la démocratie, refus de la liberté de la presse, refus de la justice libre et refus de limitation à la tête de l'État, qu'il y ait résultat ou pas résultat. Comme dirait le troublion du rond-point Ibrahim Traoré, content, pas content, content quand même. C'est à ça qu'on est réduit. Merci. Merci bien à M. Newton Ahmed. On va aussi donner la parole à Inoussa pour, en quelques mots, pour que nous ajoute encore quelques mots sur ce que M. Newton Ahmed Bari vient de dire. Inoussa Ouedraogo. Merci bien. Je pense que le Niger, les militaires l'ont transformé en une caserne à ciel ouvert pour les médias. Dans ce pays-là, la liberté de presse est véritablement mise en danger depuis que le coup d'État a renversé le président démocratiquement élu. La répression des voix critiques est tellement prononcée que très souvent, avoir un journaliste, même au téléphone, anonymement, qui accepte de témoigner à visage découvert sur les violations des droits humains et sur le calvaire des hommes de médias, mais cela relève d'un parcours de combattant. Tellement il y a une chape de plomb sur les journalistes. Donc ce sont les mêmes réalités en fait. Au Mali, c'est pareil. Je ne reviendrai pas sur ce que le grand frère Newton a dit, mais ce sont les mêmes réalités. Et ils sont allés jusqu'à suspendre, dans un premier temps, la maison de la presse du Niger,
pu en prendre le contrôle. Et par la suite, ils ont installé un comité ad hoc dirigé par, je sais qu'à l'époque, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, je crois. Et c'est eux qui pilotaient la maison de la presse du Niger. Ça nous montre à quel niveau ils étaient. Donc, chez nous, c'est vrai qu'on a réduit à sa plus petite expression le centre de presse Norbert Zongo, mais Dieu merci, on ne peut pas dire qu'en ce moment-là, nos autorités sont venues jusqu'à administrer le centre de presse Norbert Zongo. C'est pareil au Mali. Au Mali aussi, la liberté est menacée, la justice est menacée, mais c'est des États de non-droit en réalité. C'est une sorte d'anocratie, comme on dit, qui est à cheval entre la dictature et la démocratie. Dans les textes, on vous reconnaît le droit à la liberté de presse, mais dans les faits, c'est toute autre chose qui vous guette. Et la pauvreté aidant, la précarité aidant, bien entendu, c'est facile de corrompre certains, de rallier certains, mais heureusement, il y a d'autres confrères qui continuent de résister, il y a d'autres démocrates qui continuent de résister, et c'est vers ça que nous devons tendre. Nous devons tendre vers une sorte de fédération, parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Il faut que nous nous mettons ensemble pour apporter la réponse qui sied à cette situation-là. Merci à M. Inoussa Ouedraogo. Merci pour cet éclaircissement. Alors, je pense que ça prend en compte en même temps la question qui avait été posée dans le chat par Diallo, la question de savoir est-ce qu'il faut-il se battre dans un tel environnement où déjà, au risque de sa vie, où la liberté de la presse est muselée, ainsi de suite. Je pense quand même que ces questions-là trouvent leur réponse dans le développement de nos deux panélistes. Alors, ceci étant, on n'a pas pu avoir Madame Angèle Bassolé pour le poème à l'hommage du journaliste Norbert Zongo. On va permettre à mon co-animateur, M. Ebi Oumarou, de pouvoir conclure pour ce qui concerne le panel du jour. Donc, Ebi, je suis pourtant là, mais c'est trop tard. Je n'ai pas le livre de toute façon. On m'a dit que ce n'était pas possible, donc je n'ai pas le livre. Mais merci à vous d'avoir organisé. Courage à tout le monde et prions pour nos collègues et tous les détenus et pour notre pays. Merci. Merci bien. Merci bien à vous, madame. Vous avez cherché à un moment donné, on ne vous avait pas trouvé. C'est la raison pour laquelle on avait. C'est qu'il fait moins 20 ici, on a 20 cm de neige, c'est compliqué. Wow. Je suis dans un endroit public, j'ai dû m'arrêter quelque part après avoir. En tout cas, donc je ne suis pas arrivé là où je devais me connecter. Je ne suis pas chez moi, je suis dans un endroit public, donc voilà pourquoi. OK. On se reprendra. Merci. Merci bien à vous. Merci. Merci. Eh bien. Oui, merci beaucoup, Kéma, pour avoir animé donc ce panel. Merci à nos deux intervenants qui, il faut le dire, sont l'exemple même du combat de ce qu'il faut faire dans cette période. Ils souffrent le martyre, mais ils ne se découragent pas, ils ne baissent pas les bras. Au contraire, ils sont à l'offensive. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire de là où ils sont pour pouvoir maintenir la flamme du combat. Donc, le fait même de participer à ce panel, d'être des panélistes, fait partie du combat qu'ils sont en train de mener. Donc, je vais les remercier grandement pour leur disponibilité, pour le combat qu'ils sont en train de mener, pour la force qu'ils donnent à d'autres de pouvoir résister dans le contexte qui est le nôtre. Évidemment, avec eux, pensons en ce moment à Atiana Serge Poulon, à Djulde Diallo, à Idrissa Bari, à Ali Compaoré, Mamadou Ali Compaoré, à Moussa Sareba, qui sont tous des journalistes actuellement enlevés, et personne ne sait où ils sont. On dit bien enlevés parce qu'ils n'ont pas été arrêtés dans le cadre de la loi. Personne n'a jamais suivi une procédure judiciaire pour pouvoir les arrêter. Donc, ce sont des enlèvements.
Donc, le fait même que ce soit des enlèvements, ceux qui font ces pratiques-là vont devoir répondre un jour et ils répondront. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ce travail-là. Donc, ces panels que nous organisons, celui-ci est le 4e panel que nous organisons, c'est pour maintenir quelque peu la flamme de la résistance. Parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas baisser les bras. Si on le fait, on est mort. Si on se couche, on est mort. Je reprends ici Joseph Kizerbo. Nan Lara Ansara. Si on se couche, on est mort. Donc, on n'a pas le droit de se coucher. Et c'est intéressant de voir que, ayant quand même un certain nombre de libertés de par l'opposition, qu'on puisse pouvoir poser ces actes. C'est peut-être petit, mais c'est utile. C'est les petits pas qui donnent donc, qui font les grandes distances. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Et c'est intéressant de voir que, quelque peu, il y a une petite musique au pays qui commence à résonner et qui est intéressante. Espérons que ça va continuer et que nous allons mettre fin à ce cauchemar très rapidement. Parce que, je le dis avec le cœur, ce pouvoir ne représente en rien ce qu'est le Burkina Faso. C'est même une honte d'avoir un tel pouvoir aujourd'hui. C'est une honte pour les Burkinabés. C'est une honte pour ceux qui ont fait le 3 janvier 66. C'est une honte pour ceux qui ont fait les 30 et 31 octobre 2014. C'est une honte que nous ayons aujourd'hui des gens qui ne représentent rien, qui n'ont jamais été rien et qui nous imposent la chape de plomb dans notre pays. C'est une honte. Et on doit mettre fin à cette honte-là. Comment? On ne sait pas, mais tout ce que nous sommes en train de faire, ces petits pas que nous sommes en train de faire, vont dans ce sens-là. Et nous allons continuer autant que nous pouvons, en attendant peut-être le jour où nous aussi, on va se retrouver à la place d'Idrissa Bari, d'Ali Compaoré et autres. Mais en tout cas, tant qu'on a encore le souffle de vie, tant qu'on a encore la parole, on continuera à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne vais pas commencer un nouveau panel. Merci aux uns et aux autres pour leur présence, aux uns, aux unes et aux autres pour leur présence. Et donc, on va mettre fin à ce panel-là ici et se donner rendez-vous probablement pour l'année prochaine, pour les prochaines activités. Mais en attendant, n'oubliez pas, nous avons un groupe WhatsApp qui s'appelle le Cercle Civique. Si vous le voulez bien, envoyez juste votre numéro et on va vous ajouter. On a un groupe Facebook qui s'appelle Dignité Média et auquel également vous pouvez vous abonner. Et on a la page Facebook, YouTube. Dignité Média également, auquel vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup et passez tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit dans vos Sans oublier Burkina Débat. Sans oublier Burkina Débat. Merci. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut aussi donc vous abonner à Burkina Débat, la télé, la page Facebook, qui font un excellent travail, qui sont dans la résistance, qui sont en train de mener le combat qui est nécessaire dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Donc, merci à Burkina Débat qui a diffusé ce panel. Merci à Franck et à son équipe qui font un excellent travail. Et merci Moumouni d'avoir attiré mon attention sur cela. Donc, merci aux uns et aux autres. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines activités. Merci. Ciao. Merci. Bonne nuit.